Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours heureux de vous savoir nombreux, mais nous sommes surtout bien heureux d'avoir votre confiance tous les soirs à partir de 19 h. Merci d'être là avec nous. Ce soir, dites-vous que nous ne recevrons pas Corneille Nangaa. Qui est Corneille Nangaa? C'est l'ancien président de la commission électorale en République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a monté une coalition dans laquelle il y a des rebelles. Il était censé être l'arbitre, aujourd'hui il se retrouve avec des rebelles. Vraiment, Corneille Nangaa, on ne veut pas en entendre parler sur ce plateau. Nous ne recevrons pas en revanche le prêtre Mathieu. Le prêtre Mathieu, c'est qui? C'est le prêtre star de TikTok. C'est un prêtre qui fait des vidéos TikTok. Il est très adulé par les adolescents, notamment des jeunes Français. Et ce prêtre a décidé de se retirer de TikTok parce qu'il ne veut pas passer pour un gourou. Il y a trop de jeunes qui l'adulent, ils n'aiment pas ça, ils se retirent de TikTok. Voyez-vous, c'est une très très bonne décision de sa part. Celui qu'il faut aduler, ce n'est pas le père Mathieu, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Et c'est qui? C'est quelqu'un que vous adorez, vous, je pense. Je ne sais pas. Michelle Obama, peut-être. Ah. Enfin, anyway. Bonsoir, Christelle. Oprah Winfrey, ouais. Bonsoir, André. Ça va bien? Oui, un peu frisquée. Un peu frileuse, ouais, non, mais écoute. Mais bon, ça va. Ça va aller. Maintenant, je pense qu'on va faire, on va t'envoyer une grosse doudoune. T'exagères. Daouda, bonsoir. Barry. Et un invité il est chroniqueur aujourd'hui, docteur Derou Simi, historien, politologue, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir chez vous, merci d'être avec nous. C'est la dernière de la semaine. Aujourd'hui, l'actualité nationale et internationale, passée donc au crible avec nos invités. Ce sera juste après ceci. C'est la crainte de beaucoup depuis que le PDCI-RDA est lancé dans son opération renouvellement de président, renouvellement des instances avec cette élection à venir dès demain. Est-ce que la justice va mettre son nez dans cette affaire du PDCI-RDA? C'est une crainte qui vous paraît légitime ou pas? En tous les cas, les conseils de Maurice Kakou-Gikawe, eux, ont déjà sonné l'alerte. Ils ont dit attention, il ne faut pas trop chercher. Attention, il ne faut pas trop chercher, sinon on pourrait se retrouver en justice. De quoi s'agit-il? Il demande simplement que la photo, l'image en tout cas, et le nom du professeur Maurice Kakou-Gikawe ne soient pas associés à cette élection. On parle évidemment des bulletins de vote, André, les bulletins de vote qui comprennent tous les visages et les initiales donc, des candidats. Il souhaiterait en tout cas ne pas avoir celui de son client. Que va-t-il se passer si les bulletins ont déjà été imprimés? On aura donc l'avis tout de suite là, de nos amis sur ce plateau. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Derou, voilà, c'est votre baptême du feu dans cette émission. Vous avez regardé cette élection à venue du PDCI. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette dernière sortie du camp Gikawe? Bon, moi je pense que le PDCI est en train de... fallait s'y attendre d'abord. Voilà. L'atmosphère qui prévaut actuellement au sein du PDCI, c'est naturel. Après la disparition du président Henri Konan Bédié, il fallait s'y attendre. Le PDCI fait sa mue. Et tous les congrès du PDCI ont toujours été tumultueux. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, relativement à l'éventuel ou la probable saisie de la justice, d'abord c'est le droit du conseil des avocats, mais je pense que le PDCI arrive toujours à sortir de ce genre de situation-là. C'est un parti qui serait, selon vous, assez résilient sur des questions après-congrès. Le parti arrive à repartir de plus belle. Mais en même temps, je voudrais vous relancer parce que l'étude de maître a été très précise. Il a dit, il insiste et il espère justement qu'on n'assistera pas à ce que l'image de son client soit associée à cette affaire. Et si cela était le cas, il saisirait la justice. Vous dites non, au PDCI, on a l'habitude de s'entendre, alors que cette affaire pourrait aller plus loin. Bon, je dis pas non. Je dis pas non. Je dis on n'a pas à s'alarmer pour cette situation. C'est son droit, en fait. Mais je pense que M. Gikawe, il est de la vieille école. Il n'y a jamais eu de congrès calme au PDCI. Cette situation, dernièrement, il a refusé de s'inscrire dans une dynamique, je dirais, où il y aurait trop de bruit. Il a voulu s'aligner. Je pense que pour
toute l'expérience qu'il a eue au sein du parti, mon avis, il gagnerait c'est bien qu'ayant le droit de saisir la justice, il gagnerait à régler à l'amiable. Voilà. Je ne lui dénie pas le droit de se plaindre des éventuelles frustrations qu'il aurait subies. Ben voilà. Mais en tout cas, selon vous, il devrait plutôt faire appel à plus de sagesse. Barry, là, vous vous dites, est-ce que techniquement, le parti a le temps, parce que comme dans toute opération électorale, a le temps de préparer le matériel électoral avec la mention ou pas de Guy Kaoué? Enfin, comment vous voyez tout ça? Bon, à mon humble avis, M. Guy Kaoué tente un dernier coup politique pour signifier son désaccord avec tout le processus qui a eu lieu, et c'est tout. Pour moi, c'est un coup politique et médiatique. Il veut juste signifier aux différentes parties qu'en réalité, tout ce qui s'est passé là, il est en désaccord. N'empêche qu'il a décidé depuis le départ de ne pas envoyer l'affaire en justice. Parce que pour moi, s'il y avait une saisie de la justice, c'était plutôt au niveau de sa candidature. À partir du moment où on lui avait signifié qu'il était sous contrôle judiciaire, c'est la raison pour laquelle on a rejeté sa candidature. Et là, c'était l'aubaine pour lui de saisir la justice, mais il ne l'a pas fait. Et là, on est à 24 heures du Congrès. C'est clair que le parti a déjà imprimé tous les accessoires qui sont liés au processus électoral. Donc, s'il n'a pas saisi la justice par rapport au rejet de sa candidature, ce n'est pas là, pour une histoire de documents, qu'il va saisir la justice. Mais en politique, il y a toujours des coups de dernière minute. Vous lancez un dé par rapport au contexte pour signifier peut-être que vous partagez ou vous ne partagez pas un avis. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, c'est de droit. Il est dans son droit. On ne peut pas lui dénier ça. Daouda, on ne peut pas lui dénier ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aller plus loin? Parce que les deux se disent, bon, on a l'habitude au PDCI de faire des congrès tumultueux, certes, mais cette fois-ci, on pourrait peut-être prendre au sérieux le courrier, justement, la communication de l'étude de maître de ceux qui défendent Guy Kaoué. Du conseil de Guy Kaoué. Du conseil de Guy Kaoué. Bon, m'inscrivant dans ce qu'ils disent, on peut dire que Guy Kaoué a le plein droit de dire qu'il va porter plainte au cas où son nom ou son image serait associée à ces congrès. Mais on va placer sur la table deux cas de figure. C'est-à-dire? Supposons que son nom n'est pas associé, il ne va pas porter plainte. Mais je veux dire, lors de la conférence de presse de son cabinet d'avocats, ils ont eu à signifier qu'il s'est retiré de, comment on appelle ça, de ce congrès, tout et tout. Et lui-même, lors de sa conférence de presse, il a dit que l'implosion du PDCI ne viendra pas par lui. Il l'a dit à 2 reprises. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Mais dans un cas ou dans l'autre, même si un autre congressiste ou bien un autre militant du PDCI allait apporter plainte pour aller sur le niveau juridique avec le PDCI, ça ne va pas arranger dans les faits M. Maurice Kakou Guy Kaoué. Parce que techniquement, ça ne sert à rien aujourd'hui que lui, Maurice Kakou Guy Kaoué, parte porter plainte, aille assigner le PDCI en justice aujourd'hui. Finalement, quand on regarde ce qui se passe au PDCI, il y a un vent debout pour Tidiane Thiam. Donc, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui il va aller contre la justice? Même si la justice lui dit, OK, on va te remettre dans ton bon droit, finalement, est-ce qu'il pourra gagner? Parce que quand on sait qu'il y a eu un cas similaire ici en Côte d'Ivoire avec, comment on appelle ça, le président Pascal Affi-N'Guessan du FPI, avec Laurent Gbagbo qui était encore à La Haye. Même quand mais lui, à la différence de Affi-N'Guessan, Affi-N'Guessan dirigeait le parti. Or, dans le cas du PDCI, M. Maurice Kakou Guy Kaoué ne dirige pas le parti. Il n'a pas les coups de franche. Finalement, quand on observe ce qui se passe, est-ce qu'en réalité, une telle menace a des chances d'inquiéter le PDCI? Parce que, bon, je veux dire que le nom de Guy Kaoué apparaisse quelque part, de toute façon, il est militant du PDCI. Enfin, est-ce que vous pensez que, sérieusement, la justice peut annuler le Congrès ou annuler les résultats du Congrès au motif que le nom de Guy Kaoué sera apparu lors du Congrès? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît plausible? Bon, il y a 2 cas. Il y a des courants au sein du PDCI. Voilà. Ça, Guy Kaoué, il le sait. Voilà. Il a alimenté aussi des courants au temps du président Bédié. Quand vous dites qu'il a alimenté des courants au temps du président Bédié. Je vous donne 2 exemples. Allez-y, oui. Voilà. En 2002, quand le président Bédié revient d'exil, il y a un congrès, je crois,
M. Fologo, voilà, de regretter, et M. je crois, l'amiral Fatiga, ils étaient candidats. Ils ont perdu. Pendant la cérémonie, on a refusé, le président Bédiou a eu 3 heures de parole. Fologo et ses amis n'ont pas eu droit à la parole. En 2013, le président Bédi avait 79 ans, si je ne m'en abuse. L'article 35 du PDCI l'empêchait d'être candidat parce qu'il avait 75 ans. Il y a eu un tripatouillage, le mot gêne, hein, ben voilà. Il y a eu un tripatouillage, il a été candidat. On sait comment KKB a été traité, comment Djedje m'a dit. Gikawe, pendant ce temps, il était heureux. La question fondamentale... Alors, selon vous, c'est le retour du bâton aujourd'hui? Quelque part, peut-être. Peut-être Gikawe n'est pas du bon... Au PDCI, bon, excusez, il n'y a jamais eu de congrès démocratique. Ça, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est les exemples assez, assez voilà, il n'y a jamais eu de congrès. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est pas du bon côté. Et vu son héritage politique, il ne gagnerait pas à sortir par cette porte. Parce qu'il y a 2 cas. S'il part du PDCI, il ne peut pas créer son courant. D'ailleurs, il a si bien dit que l'implosion du PDCI ne viendra pas par lui. C'est pas il a dit suite à la déclaration du directeur exécutif du RHDP, M. Bakongo, qu'il a cité nommément pendant le congrès des jeunes. Le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif. Donc, Gikawe, il a tout donné. Voilà. Donc, moi, je sais qu'il est, personnellement, c'est mon analyse, il est initié, il sait ce qui se passe. Et je ne pense pas même que le courrier de son conseil puisse remettre en cause. Donc, si le PDCI, on peut le mettre à l'épreuve, on peut laisser la photo de Gikawe, on fait le congrès. Si on saisit la justice, on refait un autre congrès sans sa photo, mais là, il serait grillé politiquement. Définitivement. Ben voilà. Très bien. Gros, moi, je pense que c'est... Vas-y. C'est juste court, hein. Oui, pourquoi on passe à autre chose? Je veux dire qu'aujourd'hui, que Gikawe est dans un premier temps, puisque quand il y a eu le Front debout pour Tidiane Thiam, les gens ont porté sa candidature aujourd'hui, tout le monde le veut. Donc, je me dis que quelque part, c'est mon analyse sur le point, sûrement, il se dit que ça ne sert à rien. Avec toutes les manœuvres qui sont passées, je n'ai pas eu le temps de mener campagne. Non, finalement, peut-être que je ne gagnerai pas. Donc, autant m'arrêter. Autant s'arrêter. Mais je veux dire, là où je veux en venir, André, c'est qu'aujourd'hui, il a trouvé un échappatoire pour se mettre du bon côté de l'histoire. Pour moi, il faut continuer dans cette taxe-là, en ne cherchant pas à aller en justice. Les gens font leur congrès. Celui qui a gagné, si c'est Yassé ou bien si c'est Tidiane Thiam, il l'appelle calmement, il vient, et puis il prend, on écoutera Bah, Barry, il rentre par la bonne porte de l'histoire. Le point de tout le monde veut Thiam, parce que quand on regarde un peu l'article, l'interview que le président Kopli-Boni a donné à la presse du PDCI, il dit bien que je me rends compte que le consensus est difficile à obtenir. Barry, allez-y. Non, mais il est clair que le consensus, il est difficile à obtenir quand on a toujours, pour certains leaders du PDCI, parlé d'application des règlements de textes. Le PDCI a toujours respecté les textes. Et là, on se rend compte que ce n'est même pas M. Gikawe seulement. M. Jean-Louis Billon a fait une intervention récemment. Il sous-entendait que les textes n'ont pas été respectés. Il y a un des candidats que je ne vais pas citer, mais pour M. Billon, en réalité, ce gars n'est pas éligible. Parce que pour lui, on veut faire un forcing, alors qu'en réalité, il a situé le contexte. Il a dit que du vivant du président Bédié, il y avait un congrès qui avait prévu plébisciter le président, mais il y avait la convention à venir. Et lui, Jean-Louis Billon, ainsi que M. Thierry Tano, se positionnaient plus sur la convention. Et donc, quand on l'écoute, on sait que M. Gikawe n'est pas le seul en réalité frustré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que réellement ces entre-griffes frustrés-là peuvent gagner en allant à la confrontation avec le parti? Ils seront perdants sur toute la ligne. Parce qu'il y a une dynamique dans laquelle le parti s'est engagé. Ou vous suivez, ou vous ne suivez pas. Si vous ne suivez pas, c'est à vos risques et périls. Très bien. Peut-être 2 minutes, parce qu'on va arrêter à 15. Vous vouliez une question, je ne m'en souviens plus. Vous avez dit qu'il devait réagir. Oui, par rapport à... C'est quoi, Thiam? Non, vous avez parlé justement de Kopli-Boni. Oui, alors je disais que justement, Kopli-Boni a fait donc une interview à la presse du PDCI dans laquelle il a dit, c'était titré « Je me rends compte que le consensus est difficile à obtenir ». Lorsque vous parliez tout à l'heure, Dr Deroux, vous disiez que ce n'est pas nouveau, en fait, au PDCI, qu'il y ait toujours des choses assez complexes. Et vous avez aussi mentionné le fait que certaines fois, les textes auraient peut-être été... On s'arrange avec les textes. On s'arrange avec les textes. Est-ce que ce n'est pas dans cette tradition que nous sommes aujourd'hui? Mais pour certains, ça semble être assez bizarre, alors que eux, c'est une de leurs traditions, peut-être. C'est quand même une pratique assez courante. Une pratique peut-être habituelle. Non. Non? Oui, bon, elle est illégale, hein, même si elle est habituelle. Ouais. Mais ici, il y a un problème de personnes qui passent quand même sous silence. Avant le décès du président Bédié, M. Gikawe a fait une interview. Il a donné un organe de la place. Alors, dans l'interview, le journaliste lui demande qu'est-ce qu'il pense de la jeune génération. Le journaliste cite Akossi Bendio, je crois, il cite Jean-Louis Billon et il cite Thiam.
Et dans la réponse, Gikawe, il est sans langue de bois, il dit la responsabilité politique au PDCI répond à un parcours initiatique. Et il cite nommément Thiam. Il dit Thiam doit faire ce parcours initiatique. Et il dit, c'est vrai qu'il n'indexe pas, mais en communication politique, ça a un sens. Hein. Bien sûr. C'est dit déjà, le président Bédi était là, Gikawe était tout puissant. Thiam, il a une grande équipe de communication autour. Peut-être là, il avait déjà des velléités. Donc, il s'est dit, voici quelqu'un déjà qui dit que je dois avoir un parcours. Ça se dit en Côte d'Ivoire. Hein, il était à eux, il vient d'arriver. Donc, là, il y a un problème de personne plus ou moins qui est aussi là. Donc, voici, Thiam, il vient, il a tous les mois. Aujourd'hui, il est adoubé par tout le monde. Ben, à la guerre comme à la guerre, hein, il profite comme il veut. Et puis, ben, voilà, Très bien. Très bien. Donc, voici comment on peut analyser, enfin, finalement, cette possibilité ou de consensus. On se rend bien compte que c'est aussi un échec. Est-ce que c'est l'échec de Kopli-Boni? En tous les cas, demain, il ne sera plus là pour répondre, puisqu'il y aura un nouveau président. Voici ce qu'on pouvait dire sur le PDCI et son congrès qui aura lieu demain. Ouais. Il y aura, je le rappelle pour vous tous, un envoyé très très spécial de Live TV qui sera, en la personne de Daouda, donc qui sera au congrès demain, et il va nous rapporter tout lundi, ici même. Alors, Christelle, on revient toujours à notre petite page Cannes. Ah oui, c'est très important d'en parler. Quand on parle de fête de fin d'année et dans la foulée de Cannes, forcément, on se pose des questions. Quel est le dispositif sécuritaire mis en place? Tout à fait. Alors, le dispositif sécuritaire s'appelle simplement Épervier 9. Voilà, André, c'est l'opération qui mobilise 3200 soldats de la Côte d'Ivoire pour garantir les festivités et aussi la Coupe d'Afrique des Nations, rassurer tous les partenaires et supporters qui arriveront en Côte d'Ivoire, André, pour la grande messe du football. Et comme Daouda m'a le dit, je vais le citer, ça sera la plus belle fête, la fête de la Cannes de l'hospitalité. La plus belle Cannes jamais organisée en Afrique. Très bien. Voilà. Donc voilà. Alors je pense que ça mérite qu'on puisse s'y intéresser. Environ 23 000 agents des forces de l'ordre déployés. C'est rassurant, n'est-ce pas, Daouda? Oui, bien sûr. Déjà, il faut dire que l'opération Épervier, je pense qu'ils sont à la 9e édition, mais à chaque approche de la fête ou bien pendant les périodes de vacances, ils lancent ces opérations Épervier. Pour cette fois-ci, le dispositif a été élevé à un certain niveau. Quand on sait aujourd'hui comment on appelle ça, le challenge qui nous attend, déjà pendant la période des fêtes, les petits voleurs sont à la manœuvre. Il y a les agressions, donc finalement, les policiers sont mis à rude de fruits. Mais cette fois-ci, le fait d'avoir augmenté le dispositif, quand on sait que dans deux semaines, la Côte d'Ivoire va ouvrir ses bras au monde entier, je pense qu'il faut sécuriser tout cela. Moi, j'estime pour ma part que c'est une très bonne initiative de créer ce dispositif-là. Parce que pour avoir fait d'autres pays, le fait que les policiers font la ronde à tout moment, notamment comme aux États-Unis, ça dissuade les gens. Ça va dissuader les gens et pour moi, c'est une très bonne chose. Il faut continuer cela et il faut que les gens redoublent d'efforts parce que cette canne-là, nous devons véritablement sécuriser les gens. Quand on sait que le ministre Vagondo a même dit que de l'extérieur du pays, ceux qui appellent le feu sur la tête de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'ils s'y trompent. Ça ne va pas arriver. Très bien. Donc, l'opération Épervier 9 va avoir lieu, vous savez, chaque fin d'année. Mais pour la Cannes, on parle de 23 000 personnes de l'autre côté, mais pour la Cannes, il y aura quand même 19 000 agents dédiés, 19 500 précisément, pour la Cannes spécifiquement. Donc, tout ça, est-ce que ça va dans le bon sens pour vous, docteur Deroussimi? Je ne suis pas spécialiste en sécurité, mais je pense que c'est rassurant. Ben voilà. C'est rassurant, mais il ne faudrait pas qu'on dorme sur nos lauriers parce qu'il ne faudrait pas qu'on se fie aux chiffres. Parce que, voilà, il y a eu aussi des grandes annonces, par exemple. Bon, comme on parle de Cannes, on a annoncé IBMP, un stade hyper équipé, puis bon, voilà, on espère que ce ne soit pas le cas pour la sécurité. On n'a pas oublié encore IBMP. On parle de la Cannes, voilà, donc voilà. Donc on espère que les forces de sécurité... Vous dites attention aux effets d'annonce. Absolument. J'ai dit, il ne faudrait pas qu'on se fie à tout ce beau chiffre qui est annoncé. C'est rassurant, mais il faudrait que dans la pratique, il y ait les actions qui suivent. Voilà. Très bien. Parlons de la pratique, Barry. 19 500 agents des forces de l'ordre pour sécuriser la Cannes. Vous vous dites quoi? C'est bon, c'est du chiffre. Mais est-ce que derrière, on a peut-être un bon plan? Enfin, bref, comment est-ce que ça vous parle, cette annonce-là? Vous applaudissez ou vous êtes sceptique? C'est une bonne initiative d'abord avec le quota. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est sur le terrain qu'on va évaluer le travail qui a été fait. Généralement, la sécurité, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas tant soit peu le nombre qui importe, mais c'est la stratégie
quelle stratégie on met en place, quelle méthode on utilise pour atteindre les objectifs. Parce qu'il y a 2 défis sécuritaires. Il y a les fêtes de fin d'année et il y a la CAN. Yeah. Donc, il y a un double dispositif à mettre en place. Je pense que déjà, avec les chiffres qui sont annoncés, on est dans de bons quotas. Mais à la réalité, la sécurité, ce n'est pas seulement le domaine de compétences exclusives des forces de l'ordre. Parce qu'il y a une interaction entre les forces de l'ordre et les populations qui se déplaceront. D'où la question de la stratégie. Voilà. La stratégie, mais en même temps, Barry, est-ce qu'on viendra vous expliquer la stratégie? C'est ça aussi. Non, c'est clair qu'ils ne viendront pas expliquer, mais je veux dire qu'en termes de renseignement, par exemple, les populations sont les acteurs les plus importants. Sans population, il n'y a pas de renseignement. Et le renseignement le plus important, c'est le renseignement humain. Très bien. Donc, les forces de l'ordre seront jugées sur le terrain. On vous Il y a eu des annonces, mais c'est le terrain qui commande. On vous entendra plus longuement sur le sujet, évidemment, dans nos prochaines éditions. Une chose est sûre, il faut savoir qu'il y aura donc 17 000 éléments, plus les 2500 stadiers qui seront parmi les volontaires. Vous savez ce que là, on nous avait expliqué à propos donc, des 10 000 personnes à recruter. Donc, il y aura 2500 stadiers issus des écoles de gendarmerie et de police. Tout ça, donc, c'est ça qui fait partie de l'opération de sécurisation. En revanche, puisqu'on parle de sécurité, il y a des gens qui ne sont pas très bien en sécurité. Ils disent que eux, vraiment... Ils s'inquiètent, leur cadre d'apprentissage est en train d'être rogné jour après jour. Ils sont sortis, ils ont manifesté et comme par hasard, nous avions notre caméra. Non, pas comme par hasard. Nous, on s'est dit, il faut aller voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe du côté de Bingerville? De Bingerville, justement, André, les étudiants de l'école d'élevage se plaignent. Ils s'inquiètent pour leur cadre d'apprentissage. André en parlait. Pour en savoir davantage, suivez ceci. École d'élevage de Bingerville. Depuis quelque temps, ce temple du savoir sert aussi d'hébergement à des personnes. Une situation qui devient plus qu'agaçante pour les étudiants. Ouattara Seydou, directeur de l'école d'élevage de Bingerville, revient sur le contexte historique de ce problème. L'État de Côte d'Ivoire a pris soin de sécuriser ce patrimoine-là en construisant une clôture que vous voyez. Malheureusement, avec la pression foncière, des gens se sont crus propriétaires terriens et ont vendu des terrains dans l'enceinte de notre établissement. Si bien que, comme vous constatez derrière moi, des immeubles ont poussé, des maisons d'habitation qui sont aujourd'hui habitées par des gens. Une situation qui plonge l'école dans un contexte d'insécurité. Chaque matin, nous devons aller au TP à 5h30 et du dortoir aux fermes expérimentales, il y a une certaine distance et à chaque fois les étudiants sont agressés et c'est vraiment un problème de sécurité. Également, il y a des fumoirs sur la voie. Voilà, au sein de l'école. Ici, c'est l'internat des filles. Mais quand ils sont dans leur immeuble, ils voient vraiment, ils violent notre intimité. Il y a des femmes mariées parmi nous, ce n'est pas joli à voir. Donc nous demandons pardon aux gens, au ministre de voir cela pour qu'on puisse libérer les lieux et que nous soyons en sécurité pour suivre la formation. Les étudiants de l'école d'élevage de Bingerville appellent aujourd'hui les autorités compétentes à se pencher sur leur cas afin de trouver une solution définitive. Bon, écoutez, faut-il encore faire un commentaire après ce que nous venons de voir? Écoutez, on va essayer d'en faire parce que la question est très simple. On a décidé de former donc des étudiants, de former une forme d'élite dans les domaines qu'on connaît, qui sont les domaines très importants quand même pour notre pays, l'élevage et bien d'autres. Et puis, l'espace de formation est, comme on avait dit, est colonisé. Et où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Déjà, première réaction sur ce plateau, est-ce que vous êtes un peu scandalisé comme moi, ou vous vous dites, écoutez, qu'ils aillent prendre des serre-topelles, des choses pour chasser tous ceux qui viennent les déranger. Quelle est votre réaction tout de suite? Daouda, comment vous réagissez face à cette... En fait, je suis, je ne dirais pas choqué, mais je suis un peu outré. Je me pose juste deux questions. J'espère que le ministre de la Construction, M. Bruno Nabagné-Koné, pourrait nous donner au moins des éléments de réponse. Il n'est pas que seul, non? Oui, mais... Parce que celui de l'agriculture et du développement durable. Oui, n'empêche, mais je préfère lui poser la question à lui parce qu'on sait généralement que quand on doit donner des permis de construction, des permis de construire à des gens,
Je pense qu'il y a un plan cadastral qui existe. Donc, on est sûr que l'État a un terrain dans ce coin. Je vous arrête. Vous ne savez pas s'ils ont le permis de construire. Parce que vous savez que le problème même de notre pays, beaucoup construisent sans avoir le permis de construire. Bon, n'empêche. Restons déjà au niveau de l'école. On est dans une école, un terrain qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Et quelqu'un, lui-même, le directeur disait tout à l'heure, il y a des gens qui se sont sentis propriétaires terriens, qui ont vendu des terres aux gens. Or, aujourd'hui, quand on sait tout le plan d'action qui est mis par le ministère de la Construction, je suis sûr que sûrement on leur a donné un permis de construire pour pouvoir sortir un R+2 Attention, dans cette... Non, ce que pas trop affirmatif. Peut-être que tu dirais que je suis affirmatif, mais sortir un R+2 comme ça, sans permis de construire, je t'assure, pour la campagne qui a été menée, le nombre d'immeubles qui sont tombés en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'ils puissent aller jusqu'à ce niveau-là sans permis de construire. Alors, Barry, selon vous, on assiste à une anarchie, on est quand même dans un état de droit. Voilà. Ce qui se passe du côté de Bingerville, à qui la faute? J'avoue que je suis scandalisé parce que j'ai vu une jeune femme déjà dans la vidéo expliquant comment leur intimité est violée. Comment on peut apprendre dans cet environnement-là? Pour moi, les responsabilités sont partagées. Le ministère des tutelles de l'école a sa part des responsabilités. Il y a de l'élevage pour le côté, l'aspect technique. Donc, parce le ministère ressources halieutiques. J'ai parlé tout à l'heure de excusez-moi, agriculture, mais là, on est dans les ressources halieutiques, élevage et ressources animales. Donc, le ministère, ensuite. Le ministère de la Construction. On ne peut pas s'élever pour construire dans un État comme ça. Très bien. Donc, personne n'a prévu peut-être ce ministère. Donc, il a sa responsabilité. Ensuite, parce que le ministère de l'enseignement, parce que le ministère de l'enseignement c'est un établissement de formation. Est-ce que vous pensez que la mairie mais le ministère de la Sécurité, parce qu'ils ont évoqué, comment dirais-je, des agressions, des fumoirs. Ça veut dire que les gendarmes qui sont là-bas, les policiers qui sont à côté, normalement, ils sont informés de tout ce qui se passe. Quel serait le rôle de la mairie dans cette affaire, Barry? La mairie a son... On est à Bingerville, la mairie aussi a son rôle. Ils sont informés. Quelqu'un n'est pas venu construire dans une école comme s'il était, je ne sais pas, en brousse. Même en brousse, quand vous devez construire, normalement, il y a un permis. Et puis, c'est des immeubles. Ce n'est pas pour dire que c'est des petites cases. Donc, c'est quelque chose qui est visible. C'est frappant à l'œil nu. Donc, il faut assumer ses responsabilités. Il faut situer les responsabilités pour que ces étudiants-là puissent vraiment retrouver un cadre sain pour qu'ils puissent apprendre. Quelle est votre analyse de la situation, docteur? Moi, je pense que d'abord, la responsabilité, c'est mon avis, incombe suffisamment au ministère de tutelle. Je ne sais pas, pas si c'est le ministère des Eaux et Forêts. Voilà. Non, là, c'est l'élevage. Des ressources halieutiques. Voilà. Alors, en quelle année, il y a des questions qui me taraudent, voilà. En quelle année les bâtiments ont été construits? Qui était le directeur? On n'a même pas besoin de passer à la télé pour ça, logiquement. C'est mon avis. Voilà. Parce que c'est un espace étatique et on nous dit des gens ont vendu. Quand les gens venaient faire mettre les premières pierres, où est-ce que les gens étaient? Donc la responsabilité incombe d'abord, en tant que directeur, il peut faire un courrier pour saisir. Ça, c'est une affaire qui gère d'autorité. Peut-être qu'il a fait. On sait que certainement, ils ont la position de directeur, venez vous plaindre, mais il brandit non seulement son fameux permis de construire, mais en plus, il a des... Je dis n'importe quoi. Enfin, quand je dis, enfin, je ne vais pas donner un exemple, c'est une hypothèse. Il peut vous brandir des loupards. Voilà, vous n'avez pas venu empêcher, c'est mon terrain. Qu'est-ce que vous êtes directeur de quoi ici? C'est moi qui construis. Donc, vous voyez, essayez de vous mettre à la place. Donc, c'est le ministère. C'est que c'est le ministère. C'est au ministère de jouer pour moi. C'est le ministère. Le problème que j'ai dans cette situation ici, c'est que quand on achète un terrain, on a une attestation villageoise. Avec l'attestation villageoise, on va au ministère de la Construction pour aller chercher à avoir, comment on appelle ça, son ACD. Et quand on a l'ACD, il y a d'autres documents qui viennent. Et finalement, le document qui nous permet de construire, parce que déjà même là, pour faire tous ces documents, il y a un plan de cadastre qui existe. Et nous sommes dans une école, en fait. Et je pense très bien que cette institution, c'est-à-dire que ce ministère-là doit quand même savoir que ce terrain-là... Lequel des ministères? Je passe au ministère de la Construction. Non, même si on est d'accord, on a déjà établi... Non. On a déjà établi que le ministère de tutelle a sa responsabilité qui est engagée. Ça, c'est un fait. On a le ministère de l'enseignement technique qui a sa responsabilité qui est engagée. Mais là, il faut engager la responsabilité maintenant du ministère de la Construction dans la mesure où, dans le plan cadastral, on sait que ce terrain appartient, c'est un domaine public qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que des gens arrivent à aller sur ce terrain pour aller construire? Ce n'est même pas une baraque, mais ce sont des immeubles R+1, R+2. Non, à un moment,
il faut que chacun puisse aujourd'hui dire clairement d'où vient le problème. Alors, même quand on a élagué tous ces problèmes-là, pourquoi le ministère a donné des permis de construire à des gens là? Non, mais... Est-ce qu'ils ont des permis de construire? Mais c'est des postulats qu'ils ont des permis de construire. Mais pourquoi je vais sur ce postulat, André? Pourquoi je vais sur ce postulat? Je pèse mes mots. Parce que je sais que le ministère de la Construction a lancé une vaste campagne quand on sait que de nombreux immeubles sont tombés en Côte d'Ivoire. Vous allez vous contredire. Attendez, si des immeubles sont tombés, sachant qu'ils n'avaient pas le permis de construire, on les a fait tomber. Donc là aussi, ce sera probablement le cas. Pas le permis là, vous êtes dans une supposition. Mais non, on émet des hypothèses. Une fois que ça ne respecte pas les règles, on doit détruire. Aussi simple que ça. Mais le point, c'est quoi? Le point, c'est que nous sommes dans une école. On ne devrait même pas réfléchir à tout ceci en réalité. Très bien, vous touchez un point qui est très intéressant pour nous. Nous sommes dans une école. Qui pose un problème de l'immatriculation des terrains qui appartiennent à l'État. Ça, je voudrais qu'on ouvre un petit tour de table là-dessus avant de recevoir notre invité. Parce que, est-ce que là, l'école, parce que normalement l'école, ou en tout cas la tutelle de cette école, dispose des documents, parce que même, ce n'est pas parce qu'on est l'État, l'État aussi c'est une personne morale. Absolument. Qui doit justement disposer des documents qui attestent que c'est à nous le terrain. Est-ce que selon vous, à ce niveau-là, les gens de l'école ont les documents? Parce que manifestement, non. Docteur Desroux. Bon, moi, je ne vais pas présupposer, mais moi, je pense que si l'école est installée, moi, je fais quand même confiance à nos autorités à ce niveau. Bien sûr. Voilà. Mais la question qui me taraude, moi, je me dis que certainement, il y a des deals qui sont passés. Il y a peut-être des gros bonnets qui serait derrière ces deals-là? Voilà, j'ai dit bien peut-être. Mais là, on ne fait que spéculer, comme on n'a pas. Mais ce qui est scandalisant, comme vous l'avez dit, c'est que sur un terrain étatique, des personnes s'arrogent le droit de venir construire et ces personnes aillent jusqu'à défier les ordinaires du lieu. Donc, moi, je pense qu'il faut... Là, je peux rejoindre Daouda, parce que si le ministère de la construction est saisi, logiquement, voilà, ce ministère va peut-être, il va détruire, mais je pense que ce ministère nous doit aussi peut-être des explications. On va, nous, en tous les cas... Sans occulter le ministère des tutelles, hein, parce que c'est leur patrimoine. Si tu n'arrives pas à gérer ton patrimoine... C'est ça, parce que là où j'attire votre attention, parce que le pauvre directeur dont vous parlez, pour terminer vraiment sur le sujet, on va recevoir notre invité, le pauvre directeur, il faut qu'il ait un papier à brandir à tous ceux qui viennent lui dire, nous, on va construire notre baraque sur votre terrain. Parce que si tu viens dire, mon âge, ici, c'est l'école, et là, tu dis, mais c'est l'école comment? Mais André, c'est dans notre siècle, on est dans... Je suis... Bon, donc, écoutez, pour nous mettre d'accord, c'est une école. C'est une école, on est d'accord. C'est un centre d'apprentissage. Je vais vous proposer, je veux oser. Je vais te proposer, pour nous mettre d'accord, on va inviter ici même à une prochaine émission, en tout cas des personnes, des sachants sur ce dossier, pour qu'on puisse trancher véritablement. Bref, pour moi, je pense qu'ils vont reloger. Je pense qu'il y a une belle surprise. Je vais aller là-dessus. Qu'ils vont reloger ces étudiants-là dans un autre établissement. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. On va permettre à cette émission de poursuivre son cours. Il faut juste maintenant comprendre que nous allons regarder le parcours d'un de nos compatriotes. On l'a lu un peu partout dans un certain nombre de documents. Notre compatriote Koulibaly Souleymane, docteur donc de son État, est chef économiste à la Banque mondiale. Ah oui, c'est possible tout ça, un Ivoirien qui brille si haut. Alors, on va donc se poser la question, comment il a fait? Son parcours inspirant peut-il évidemment faire l'objet d'une discussion ici même? Eh bien, on le reçoit avec plaisir. Exactement, chef économiste à la Banque mondiale pour le Bangladesh et le Bhoutan. Alors, c'est des pays auxquels on n'est pas très habitués pour nous, peut-être francophones. Mais avant d'arriver donc à vos cibles, parlez-nous un peu de comment vous arrivez à cette position-là. Et bienvenue encore une fois. Merci bien. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi d'être sur ce plateau. De temps en temps, je suis depuis l'étranger le Grand Talk. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir et je vous remercie pour cette opportunité. Comment est-ce que je me suis retrouvé économiste en chef de la Banque mondiale couvrant le Bangladesh et le Bhoutan? Ça fait 17 ans que je suis à la Banque mondiale. Donc, c'est un parcours, c'est une carrière qu'on commence. Et j'ai eu l'occasion de commencer cette carrière-là en 2006 quand j'ai été sélectionné dans le programme très compétitif qu'on appelle le Young Professional Programme. Il recrute à peu près une trentaine de sélectionnés sur près de 10 000 candidats. Donc, première information qu'on partage avec nos téléspectateurs et nos compatriotes, la Banque mondiale ouvre un programme qui est de recruter
tout un ensemble de professionnels. Et tous les Ivoiriens peuvent postuler, et vous l'avez fait. C'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. C'est bien cela. Oui. Et donc, j'ai été sélectionné en 2006 dans ce programme. Et il est formateur puisqu'il permet de pouvoir entrer dans l'institution à un niveau professionnel et de faire partie des différentes équipes pour pouvoir apprendre relativement vite. Et donc, ma première opportunité d'expérience professionnelle dans ce domaine était au Kazakhstan. Ils avaient un programme d'intégration régionale où ils essayaient de voir les potentialités économiques des différentes régions. Donc, j'étais membre de cette équipe-là. Et j'ai aussi travaillé avec une équipe sur la Turquie qui essayait de voir un peu les opportunités de l'urbanisation en Turquie. Et donc, j'ai dû faire des études économétriques pour pouvoir estimer certains potentiels de l'urbanisation sur leur productivité. Et ça a duré à peu près 1 an. Et puis, j'ai commencé ma carrière formellement comme économiste à la banque avec la participation au rapport sur le développement mondial de 2009, qui était sur la géographie économique. Et donc, je vais laisser les autres aussi poser des questions. Poser des questions. Moi, c'était juste une relance que j'avais voulu faire tout à l'heure. Mais la première question que je pose, quand on rentre comme ça économiste, je dis que ce n'est pas évident qu'on devienne économiste en chef. D'accord. Alors, ça va être quoi, finalement, le parcours du docteur Coulibaly Souleymane? Oui, vous avez commencé à être quoi ou à travailler sur quel programme pour arriver à être économiste en chef? Merci bien. Donc, comme le programme recrute au niveau doctorat ou maîtrise, donc moi, j'avais déjà un doctorat quand j'entrais dans le programme. J'ai fait un double doctorat à HEC Lausanne et à Paris 1 en économie et commerce international. Et donc, quand on commence le programme, on vous donne l'opportunité d'apprendre différents départements de la banque. Et puis après, vous choisissez votre spécialisation. Et donc, moi, j'ai choisi d'être économiste. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs équipes en tant qu'économiste d'abord. On commence économie junior, ensuite économie senior et puis économiste en chef. C'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Très bien. Bon, enfin, on va laisser Daouda ou docteur Deroux, allez-y. D'accord. Monsieur Coulibaly? Oui. OK. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je suis politologue, hein, donc je vais au titiller un peu. Vous êtes économiste et ingénieur, c'est ce que je vois. Oui. Aujourd'hui, ça pose des problèmes. En Côte d'Ivoire, hein, les questions d'économiste et d'ingénieur. Voilà, donc, ouais, alors. Et ça, c'est ma première question. La deuxième, on nous parle de la Banque mondiale. Le champ politique aujourd'hui est révolutionné par plusieurs acceptions. La Banque mondiale n'est pas forcément vue du bon œil par ceux qui s'y réclament être des panafricanistes. L'avènement des BRICS est en train de créer un engouement. Bon, vous êtes à la Banque mondiale. Pour ceux qui sont panafricanistes, ça crée un peu de réticence. D'abord, donc ma première question, je résume. Que pensez-vous? Parce que vous êtes en même temps économiste et ingénieur dans votre biographie. Or, c'est les thèmes qui causent aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et pensez-vous que la Banque mondiale est une chance pour les pays comme les nôtres? On va permettre à notre invité de répondre. Bien sûr. Je souriais quand vous avez mentionné économiste et ingénieur, parce que même en étant à l'étranger, on suit l'actualité ivoirienne. J'ai l'avantage d'être ingénieur statisticien et économiste à la base, puisque j'ai fait l'NCA. Donc, on est ingénieur et économiste, et donc c'est juste une parenthèse que je veux fermer. Mais l'avantage de cette formation, c'est qu'il y a une dimension quantitative dans l'aspect de l'économie qu'on fait, qui nous permet de pouvoir réellement modéliser, essayer de comprendre les politiques qui peuvent avoir plus d'impact. Donc, c'est un peu la particularité de cette formation-là. Et donc, à la banque, quand je devais rentrer à la banque, j'étais en Europe. Donc, j'avais des amis altermondialistes qui me disaient, en fait, est-ce que tu veux vraiment entrer dans cette institution qui gouverne le monde et tout cela? Et je me suis dit, la meilleure manière de pouvoir avoir de l'influence sur ce que cette institution fait est d'y rentrer. Et d'y entrer. Et d'y entrer par la meilleure porte possible. Et le Young Professional Programme, en fait, est un programme où on recrute des gens qui ont un potentiel de leadership et on leur donne l'opportunité de gravir les échelons à l'interne. Ce n'est pas toujours évident puisqu'on est en compétition les uns avec les autres, donc certains vont plus vite que les autres. Mais on a l'occasion de pouvoir, dans notre parcours, faire différentes choses et donc d'influencer. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'Asie centrale, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'Afrique centrale, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'Asie de l'Est et maintenant, je suis en Asie du Sud. Et toutefois que je travaille sur un pays, je peux influencer ce que la Banque mondiale fait. Actuellement, par exemple, nous travaillons sur le Bangladesh. Il y a des élections dans quasiment 3 semaines. Et on est en train de réfléchir à un ensemble de politiques
économique que le gouvernement peut mettre en place relativement vite après son accession au pouvoir pour pouvoir vraiment avoir des résultats. Et donc, j'essaie de travailler avec l'équipe pour pouvoir mettre en place... Mais la question du docteur Deroux reste quand même en suspens. Il a parlé du regard justement de la banque vis-à-vis des BRICS, parce que c'est une nouvelle force qui monte en puissance. Bien et sûr. aussi du panafricanisme, parce que les panafricanistes se désengagent souvent des directions que la banque prend en fonction de certains impérialismes et tout. Quel est votre point de vue là-dessus? Les jeux de pouvoir sont des réalités. Et donc, je ne vais pas nier le fait que la Banque mondiale a une structure qui est telle que on a un board qui est dominé par certains pouvoirs. Et donc, il peut avoir des influences. Mais il y a un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est la qualité des professionnels qui les recrutent. Et donc, comme je l'ai dit, ils les recrutent de façon très large. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a des Bangladeshis et autres qui sont vraiment sélectionnés de façon très, très compétitive. Et on leur donne l'occasion de pouvoir avoir de l'influence. Et donc, on a l'occasion d'échanger. On va permettre à notre... Barry, bon, à travers votre biographie, je vois que vous avez été au Bangladesh, qui est un pays qui a été colonisé à l'époque par le Royaume-Uni et tout. Et on sait ce que l'Asie du Sud-Est représente aujourd'hui. Il y a les dragons de l'Asie à côté. Et vous, en tant qu'Africain, francophone précisément, qui avez eu à travailler là-bas, qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme expérience de ces pays-là pour que nous aussi, on puisse tendre vers l'émergence, en fait? On lui permet de répondre rapidement. Bien sûr. Je pense qu'avec l'exemple du Bangladesh, un exemple bien concret, c'est un pays qui a réussi à transformer sa manufacture, par exemple, des vêtements, de prêt-à-porter. C'est le deuxième plus gros producteur et exportateur mondial après la Chine. Et ils l'ont fait en étant vraiment très systématique dans la manière dont ils ont encouragé les investisseurs à venir dans ce secteur, à créer l'espace pour ces investisseurs-là d'avoir les matières premières dont ils ont besoin et aussi l'accès aux différents marchés. Et c'est vraiment un secteur qui a été suffisamment structuré avec toutes les réformes qu'il pouvait. Et la Banque mondiale était très, très essentielle dans le développement de ce secteur. Pour terminer, vraiment, parce qu'on a fini, parlons quand même de votre regard sur, ou du moins de comment la Côte d'Ivoire vous regarde. Est-ce que vous regardez votre pays, là, votre pays vous regarde? Est-ce que votre pays, justement, pendant ce côté-là, vous regarde, notamment les profils de cette nature? Vous êtes là-bas, vous travaillez pour des institutions internationales. Est-ce que la Côte d'Ivoire vous regarde? Vous faites des appels du pied? Comment ça se passe? Vous terminez là-dessus. Je pense que les autorités ont la liste de tous les Ivoiriens qui sont dans les institutions. Donc, s'ils sont intéressés, ils savent où nous sommes. Mais de façon concrète, par exemple, il y a un projet que j'ai eu à animer sur la Côte d'Ivoire qui était sur l'urbanisation. Repenser l'urbanisation en Côte d'Ivoire. Et donc, à cause de mon expertise, on m'a demandé de faire partie de cette équipe et j'ai eu à travailler avec plusieurs administrations ici. Et il y a un rapport qu'on a produit qui, j'espère, a inspiré certaines politiques. J'espère que dans ce document, vous parlez de l'école de l'élevage qui est colonisée par... Je l'espère. Très bien. Mais en tout cas, écoutez, on espère, nous, que lors de votre prochaine visite, on aura plus de temps pour évoquer justement la réalité de l'économie, parler de certains choix. Mais en tous les cas, on voulait vous présenter votre profil et savoir que les Ivoiriens sont aussi très très bons et sollicités à l'extérieur. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane Coulibaly. Je rappelle que vous êtes économiste en chef pour le Bangladesh et le Bhoutan. Merci d'être venu. Merci bien pour l'opportunité. Alors, on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Vous êtes de retour, nous sommes de retour. Eh bien, nous nous retrouvons pour une dernière partie, celle qui va nous permettre de clôturer définitivement la semaine, puisque vous savez, le Grand Talk, c'est du lundi au vendredi de 19h à 20h30. Et pour cette dernière partie, nous allons parler essentiellement de littérature, promotion de la littérature chez les plus jeunes et chez les filles. C'est de cela qu'il sera question avec nos invités, Christelle. Exactement. Alors, on va commencer par les plus jeunes. Avec beaucoup de plaisir, on reçoit donc Assou, c'est ça? Assou Christ Emmanuel, il est en première A2. Et Sie Kwaku Time, ok. Voilà, vous êtes tous du lycée Garçon Nyaleba Mémé Jérémy de Bingerville. Et vous êtes là parce que vous avez fait une œuvre, un poème, voilà, un recueil de poèmes, qui s'intitule André Barissé. Vous êtes des éléphants, toujours en relation évidemment avec la canne. C'était pour vous l'occasion de dire on vous supporte, allez-y, vous pouvez, par la littérature, par la poésie. Qui prend la parole? Bon, commençons avec Christ Emmanuel.
vous dis merci. Merci à Live TV de nous avoir donné cette opportunité. Et le titre Barissez, vous êtes des éléphants, c'est en réalité une double interpellation au civisme. En premier lieu, pour les éléphants qui sont sur le terrain, et en second plan, toute la population, tous les supporters et toutes ces personnes-là qui œuvrent à la CAN, c'est-à-dire toute la population en général. Donc c'est une interpellation au civisme. Parce qu'en réalité, ce sont d'autres nations qui vont arriver dans notre pays, nos beaux pays, la Côte d'Ivoire, et nous devons faire bonne impression. Alors, Chris Emmanuel, comme vous dites, c'est-à-dire que vous utilisez la littérature pour passer toute une série de messages, mais en lien avec ce qui va se passer, la CAN donc 2023. Quel a été votre apport, vous précisément, Timé? Bon, notre apport, nous avons fait des poèmes, comme vous le voyez sur la couverture du livre. Il y a toute une liste là. Oui, c'est le nom. Vous étiez combien? Nous étions 30. C'est toute la classe. C'est toute la classe. Mais il y a une de la première A2. C'est magnifique. D'accord. Et vous avez fait combien de poèmes? Il y a une trentaine de poèmes dans le livre. Une trentaine de poèmes, très bien. Alors, Daouda? Avant ça, juste une question avant de passer à nos amis. Est-ce qu'avant ça, vous écriviez vous-même des poèmes ou bien c'est une expérience qui naît avec votre professeur de français? Bon. Vous écriviez avant vous-même, comme ça un peu ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est la CAN qui vous a donné justement cette idée-là, c'est cela? Oui. Très bien. Daouda? Bon, vous dites que c'est la CAN qui vous a donné cette idée, mais est-ce que quelque part, le professeur ne vous a pas inspiré un peu d'un petit côté? En réalité, c'est d'abord même parce que cette année scolaire, nous étudions le recueil de poésie de Bernard Dadier, La Ronde des Joues, qui nous a d'abord inspiré, qui nous a donné plusieurs idées. Et notre professeur, lui-même étant écrivain, a d'abord aussi inspiré. On le salue, Donatien Clé, le professeur de français. Très bien. Qui a créé cette envie. Et c'est la pierre que nous pouvons apporter à l'édifice. Barry. Alors, Barissé. Bizarrement, je voulais... Je dis, l'expérience, qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement après avoir produit ce recueil de poèmes-là, en tant qu'élève? Vous êtes en première A, n'est-ce pas? Première ou terminale? Des littéraires. Quelle expérience vous tirez? Est-ce que parmi vous, il y en a qui souhaitent après faire les lettres modernes et tout? Oui, on tire une très bonne expérience. Après, au niveau de l'écriture d'autres livres, ça devient un souci personnel en fait. Parce que ça revient à tout un chacun de nous-mêmes. Si chacun veut écrire un livre ou encore même on peut écrire en collectif encore. C'est ça. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes les stars de l'école. Quelque part. Surtout qu'en plus vous passez à la télé. Est-ce que vous avez bien travaillé? On peut avoir deux vers, au moins des vers. Voilà. Est-ce que vous en avez en tête comme ça de ce que vous avez écrit? Il y a le poème C'est l'heure. C'est l'heure. Oui. Très bien, allez-y. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Okay. Le poème dit ceci. C'est l'heure. La troisième est en route. La route de l'espérance. L'espérance du peuple. Le peuple en orange. L'orange de notre terre. L'orange de notre terre. La terre de nos ancêtres les éléphants. C'est l'heure de la troisième étoile. Nous avons espoir. Oh, bravo. Ça, c'est la jeunesse qu'on aime voir. Joliment dit. C'est bien déclamé, en tout cas. Mais pour afficher votre attachement aux éléphants et surtout les encourager pour ce qui est vraiment de leur performance à venir. En fait, tout à l'heure, il parlait de civisme. Vous avez parlé de... C'est une question de civisme qui vous a poussé à écrire ces livres. La problématique réelle du civisme. Qu'est-ce que vous pensez que la jeunesse fait qui soit incivique jusqu'à vous pousser à écrire un recueil de poèmes tous ensemble dans un collectif? Qu'est-ce que vous n'aimez pas de ce que font les jeunes aujourd'hui qui vous amène à agir comme vous le faites aujourd'hui? On a aujourd'hui plusieurs phénomènes plusieurs vices qui minent notre société aujourd'hui, surtout parmi les jeunes. On a le phénomène de la drogue, on a plusieurs autres phénomènes. On a le phénomène de l'incivisme. Parce que là, il ne s'agit pas d'un événement en Côte d'Ivoire seulement, il s'agit d'inviter toutes les autres nations de l'Afrique. Dans ce contexte-là, il faut que vraiment nous donnions bonne impression à tous ces pays qui viennent. Et là, il faut qu'on fasse preuve de civisme. C'est un peu ça. Alors, vous savez, il y a des organisations qui veulent encore donner bonne impression, notamment faire en sorte que les femmes soient de plus en plus impliquées dans la littérature. C'est le cas de notre invité qui est juste à côté, qui, lui, est le commissaire général de Miss Littérature Afrique. C'est un concours, donc,
pour permettre donc aux jeunes femmes de prendre une place très importante dans la littérature. Comment tout de suite, bonsoir d'être avec nous, Denis Jules. Merci. Comment vous réagissez quand vous voyez cette expérience du professeur Louis Donatien Clé avec ses élèves? Je crois que c'est une expérience qui mérite d'être encouragée parce que aujourd'hui, notre jeunesse s'est dirigée vers des pratiques qui détruisent leur vie et qui les mènent donc à la perdition. Et donc, il y a lieu de les encourager à écrire sur des thématiques qui puissent sensibiliser toute la jeunesse à être éduqués, à suivre une très bonne voie, au lieu de s'adonner à la drogue ou à d'autres pratiques qui puissent les amener hors du succès ou bien les amener en prison. Très bien. Alors, généralement, on dit que si vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut le positionner, il faut le positionner dans un livre parce qu'il ne l'ouvrira jamais. En commençant par les jeunes... C'est un gros cliché quand même, non? Oui, mais c'est un gros cliché, mais qui peut être vérifiable hein, au vu de ce qu'on voit. Mais en faisant Miss Littérature, pour vous, c'est déjà attaquer le mal à la racine, puisque là, on parle de jeunesse et des jeunes filles, enfin des jeunes filles surtout. Oui, je pense qu'il faut déjà prendre le taureau par les cornes, parce qu'on le sait, notre jeunesse ne lit pas. C'est un constat qui est avéré. Et tout le monde ne lit pas, quand vous dites la jeunesse. La jeunesse, voilà, la plupart. La jeunesse, mais est-ce que le phénomène est plus amplifié chez la femme? Pourquoi précisément, les filles. Vous aurez pu vous intéresser à toute la jeunesse, pourquoi précisément chez les femmes? Je pense que les femmes aussi font partie de la jeunesse. Très bien. Et donc, autant il faut éduquer les hommes, autant il faut aussi éduquer les femmes. C'est cela. Et donc, c'est un concept qui a été créé et qui est orienté vers la jeune fille. Voilà, donc, je pense que c'est pour ça que nous avons donc orienté ce concours vers la jeunesse féminine. Très bien, Daouda. Moi, la question que j'aimerais poser, parce que quand je regarde le cas des élèves de Bingerville, quelque part, est-ce que c'est pas parce que leur professeur s'est vraiment impliqué dans leur éducation qu'ils se sont sentis investis du pouvoir d'écrire ou bien se sont sentis inspirés d'écrire ce recueil de poèmes? Quelque part, pour vous qui êtes organisateur Miss Littérature, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des enseignants, du privé ou du public? Quelle est la place justement de ces derniers dans votre dispositif? Pour créer des vocations, voilà. Oui. En fait, je pense que c'est l'occasion de lancer un appel en direction de ceux qui donnent l'éducation à nos enfants, surtout des enseignants, qu'il faut vraiment avoir cette vocation d'orienter nos enfants vers le livre. C'est vrai que les enseignants enseignent, et se contentent de donner la formation requise, la formation demandée par le ministère de l'Éducation. Mais en plus, il faut avoir une vocation qui puisse amener ces enseignants à aider nos enfants à lire, à acheter des livres, à pratiquer le livre. Voilà, lire, c'est une vocation qu'il faut avoir. Lire, ça donne le plaisir, ça donne, comment on appelle, la satisfaction. Très bien. Ça donne une direction de vie surtout. Dites-nous, vous avez une question, mais très rapidement, que deviennent les deux premières gagnantes? Ce sont des élèves, ce sont des étudiantes aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui leur profil? Ou ce sont des jeunes filles de la vie active, c'est quoi? Enfin, la plupart de nos filles qui s'inscrivent à Miss Littérature sont universitaires. Universitaires, très bien. Elles sont de la première année au Master 2. Et donc, la plupart continuent des études en Europe. Je vais parler du cas de la première Miss Littérature Afrique, qui est actuellement en train de poursuivre ses études en Europe. La première Miss Littérature Côte d'Ivoire aussi poursuit ses études en Europe. Et donc, ce sont des filles que nous suivons de près et que nous encourageons vraiment à donner l'exemple à toute la jeunesse. Mais est-ce qu'au niveau de... Quand vous faites ces élections Miss Littérature, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la gestion accès le résultat? Est-ce qu'il y a un suivi, évaluation avec l'implication des parents et autres, même celles qui n'ont pas gagné aussi? Oui. Nous suivons donc la majorité de nos filles, surtout en créant un club, le club de Miss Littérature. Et à travers ce club, nous avons des activités qui concernent, par exemple, des séminaires de formation.
Et surtout, nous avons un groupe WhatsApp sur lequel nous suivons nos filles, surtout dans leur pratique quotidienne. Barry. En ce qui concerne la compétition, comment est-ce que ça se passe? Je veux dire, est-ce que ce sont des concours de poésie, par exemple, ou bien ce sont des dissertations? Je le dis comme ça. Hein. Comment est-ce que ça se passe? Et deuxièmement, aujourd'hui, on est tous en Côte d'Ivoire. On a vu certaines personnalités publiques stigmatisées dans les discours, la littérature et les sciences sociales. Vous, en tant qu'homme de lettres, selon vous, quelle est la place ou quelle doit être la place de la littérature dans la société ivoirienne, au-delà même de l'école? Je pense que la littérature devait occuper une très bonne place. Mais malheureusement, surtout dans notre pays, on la relègue au second plan. On considère plus les concours qui font la promotion de la beauté physique que des concours qui font la promotion de la beauté intellectuelle. Mais vous devriez pouvoir faire changer ce narratif-là, justement, avec ce concours Miss Littérature. Justement, nous tendons vraiment à cela. Nous espérons que, à force donc de présenter ce concours à la face de la population, eh bien que de bonnes volontés comprendront qu'il est important aujourd'hui d'encourager ce type de concours, d'encourager des concours qui font la promotion du physique. Pour faire le tour de la question, c'est demain la grande finale hein, du côté donc, du CNMS de Cocody. Vous attendez donc de nombreux pays, il semblerait-il qu'il y aura donc nos pays voisins et d'autres pays un peu plus loin, c'est ça? Oui, il y a déjà 8 pays qui sont déjà présents. Il y a le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Tchad et le Cameroun, jusqu'à Côte d'Ivoire, qui sont déjà présents en Côte d'Ivoire. Bon, les mises sont ouvertes et demain, elles se rendront donc au CNMS de... Que gagne la Miss? La Miss, bon, elle ne gagne pas grand-chose. Comme on l'a dit. Quand vous dites grand-chose, on n'a pas... Vous parlez d'argent ou vous parlez de livres? En termes de livres et en termes d'argent. Ah. Elle gagne combien? 500 000. Si je peux me permettre de le dire. C'est déjà bon, ça achète beaucoup de livres. Hein. 500 000 pour la première Miss. Mais c'est peu, André, par rapport justement 300 000 pour la deuxième, la première dauphine et 200 000 pour la deuxième dauphine. Plus un trophée et un ordinateur pour la première, voilà, la Miss Littérature. Quelles sont les articulations de ce concours? C'est quoi? Elles viennent faire... c'est un marathon ou elles viennent faire... On veut faire les dictées? C'est quoi finalement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui donc intéresse les membres du jury, c'est les différentes prestations des candidates à l'oral et à l'écrit. Oral et écrit. Elles seront soumises à des tests qui vont porter sur la littérature de manière générale. Par exemple, quel est le nom de tel auteur qui a écrit telle œuvre, ainsi de suite, sur la littérature de manière générale. Et puis, on va leur donner des sujets de dissertation. Elles vont donc rédiger sur place et lire leur production aux membres du jury. Et les membres du jury sont déjà présents. Nous avons voulu varier la nationalité de ces membres du jury. Il y a déjà là un Belge, une Sénégalaise, une Béninoise, un Gabonais et une Ivoirienne qui forment le jury. Très bien. Vous avez entendu tout ça, Emmanuel et Timé. Qu'est-ce que vous pensez de ce concours où il y a des jeunes femmes qui vont essayer de se mettre en valeur? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne initiative, dans la mesure où là, on connaît tous Miss Mathématiques et il devrait y avoir aussi Miss Littérature. Vous pensez qu'on devrait aussi ouvrir aux garçons, c'est cela? Voilà, il devrait aussi y avoir Miss Littérature. Miss Garçon, non pas Miss Garçon. Non, peut-être boy je comprends bien. Ça pose la question de savoir pourquoi ça s'appelle, pourquoi on dit Miss, quoi. Parce que l'idée aujourd'hui, est-ce qu'il ne se dit pas que on va faire un concours Miss? Il dit mix, pas Miss. Mixte. Femmes, hommes, de littérature. De sorte à ce que les jeunes garçons qui sont aujourd'hui auteurs se sentent investis du pouvoir d'écrire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un projet qui pourrait voir le jour? Bon, nous pensons déjà à ce projet à l'avenir pour permettre à nos jeunes garçons aussi de s'essayer à Parce que là, je les regarde, ils se disent, mais pourquoi on est écartés? Peut-être on ne dirait pas Miss Littérature, peut-être on l'appellerait Boy Littérature ou Garçon Littérature, mais nous sommes vraiment en train de penser à cela sérieusement. Très bien. Ça vous rassure, les garçons? C'est bien.
Alors la suite pour vous, c'est quoi, Timé, Chris Emmanuel, pour votre bouquin? Vous êtes en train de le promouvoir auprès de vos camarades dans d'autres écoles? Bon, là, vous êtes venu à la télé, mais c'est quoi? Comment vous voyez la vie de votre petit bouquin? Bon, d'abord, hier, nous étions au SALIA, le salon du livre pour enfants et adolescents. Et nous avons commencé déjà la promotion du livre. Au lycée de garçons, déjà, nous avons commencé à le vendre. Et le mercredi 20 décembre, il y a la cérémonie de dédicace au sein du lycée. Les bénéfices, désolé, hein, les bénéfices du livre, qu'est-ce que ça va devenir? Vous allez le partager entre vous? Ou bien qu'allez-vous créer à l'école avec ça? Je ne sais pas. Ou bien ça, c'est pas. C'est 30 personnes quand même. C'est 30 personnes, oui, mais ils sont auteurs. Ils sont auteurs, ils doivent bénéficier de quelque chose. Donc comment ça va se faire? Je ne vois pas le sens de la question, parce que de toute façon, c'est des auteurs, il faut qu'ils bénéficient des fruits de leur création. Oui, mais peut-être qu'ils peuvent laisser aussi ça. Comme c'est des élèves, pour voir s'ils pensent même déjà à ça. D'accord, ok. Ou bien vous n'avez pas d'idée sur la question? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Voilà. C'est ça, dans ce sens-là, oui. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore prévu. Peut-être nous allons faire un partage entre amis. Bon, pour l'instant, nous n'avons rien encore prévu. Ce n'est pas une préoccupation pour vous. L'essentiel, c'est juste de faire connaître le bouquin. Est-ce que vous appartenez à un club littéraire ou bien un club de français au niveau du lycée Garçon de Bingerville? Bon, moi, au niveau du lycée Garçon de Bingerville, le club d'espagnol. Le club d'espagnol. Et vous? Le club d'anglais. Alors, avec cette œuvre-là, est-ce que vous pensez Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nos amis peut-être du lycée moderne de Korogo ou du lycée moderne de Bandoukou pourraient penser de ce livre-là? C'est vrai, en même temps, vous êtes à l'école, vous ne pouvez pas laisser ça pour aller faire des tours. Mais est-ce que vous vous dites qu'il faut qu'on voit peut-être l'école ou les responsables de l'éducation nationale pour que notre œuvre arrive justement aux différentes écoles, aux différents lycées de Côte d'Ivoire? Oui, je pense que oui. Nous y travaillons avec l'administration du lycée Garçon de Bingerville. Qu'est-ce que vous vous dites? Quels sont les projets que vous avez pour réussir ce pari-là? On n'est pas encore réellement fixé sur les différents projets, mais une chose est certaine, c'est qu'il y aura des dédicaces. Et au cours de ces dédicaces-là, nous pourrons vulgariser notre œuvre. Des conférences? Pourquoi pas? Alors, M. Denny, est-ce que vous pensez les inviter justement à votre cérémonie de demain? Oui, nous invitons tout le monde parce que l'entrée est gratuite, est libre. Et donc, vous pouvez donc venir assister à ce concours. Je pense que ça pourra aussi vous inciter à la lecture et vous abonner surtout au livre. Puisque vous organisez justement, vous recevez l'Afrique, un peu comme la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que vous avez prévu pour donner de l'éclat à cette édition qui a lieu en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez prévu? Comme un concours de littérature, c'est plutôt quelque chose de sobre. Vous ne donnez pas dans du folklorique ou il n'y a pas de cérémonie un peu plus grandiose. C'est quelque chose de plutôt sobre, c'est ça? Pas totalement sobre, parce qu'aujourd'hui, nous avons associé toutes les ambassades des pays concernés. Très bien. Et donc, les ambassadeurs seront là. Certains ont même reçu les différentes délégations à un déjeuner. Très bien. Et donc, ils sont en train de mobiliser tous les ressortissants de leur pays, 50 par pays, pour remplir l'amphithéâtre. Et encourager leur candidate. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une autre canne. Voilà, une canne avant la canne. La canne du livre. La canne du livre, voilà, qui va se passer demain au CNMS de Cocody. Et j'oubliais de vous demander, je sais qu'il y a 8 pays, c'est quoi? C'est un candidat par pays? Vous avez parlé de 8, c'est une candidate par pays? Une candidate par pays. D'accord. En fait, ces candidates ont été élues dans leur pays. Dans leur pays. Ce sont les championnes de leur pays qui viennent en Côte d'Ivoire pour la grande finale de cette année. Daouda, vous voulez poser une question? Non, moi je vous encourage et je vous assure que demain, je serai avec vous. Merci. Demain, vous aurez le temps d'aller au congrès? Je serai au congrès, après le congrès du PDCI, et je vous invite à suivre le congrès du PDCI avec moi. Tous les coulisses du congrès, vous aurez ça. Et après le soir... Et les coulisses de Miss Littérature. Mais c'est demain à 14h. Non, ne vous inquiétez pas, le congrès du PDCI va finir pratiquement à minuit, 1h du matin, parce qu'on sait que ça ne sera pas facile. Vous avez déjà l'agenda. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et non, rapidement, c'est une dernière question. Est-ce que le principe de Miss Littérature, c'est de l'ouvrir hors d'Afrique, ou ça existe ailleurs? C'est quoi Le concours a été créé par une activiste littéraire très bien. béninoise
Kamet Toudonou, qui a créé ce concept dans son pays. Très bien. Et 2 ans après, elle a trouvé qu'il fallait l'ouvrir à plusieurs pays. Donc, on espère pays que africains francophones. Ouais. On espère que l'année prochaine, certains pays comme le Sénégal, le Gabon, viendront se mettre dans cette liste-là. Très bien. Mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et que les différents supporters vont venir, en tout cas, supporter les filles, permettez-moi de dire ça comme ça, et on aura de grandes championnes en matière de littérature. Vous aussi, vraiment, on vous souhaite de continuer de réfléchir, de créer justement les meilleurs vers qu'ils soient, mais surtout de proposer à travers votre création tout un ensemble de choses pour vous donner votre avis de comment va la société, etc., comment on peut la transformer. Et vous êtes 30, mais il y a un de vos camarades qui est là, il ne pourrait pas parler, il va nous rejoindre. Il va juste venir, oui. On va l'applaudir. Ouais. Allez, bravo. Il a participé quand même à l'écriture du livre. Il avait participé à l'écriture du livre. Mais viens au milieu, viens là. Il va venir là. Tu t'appelles comment? Ouedraogo Farrell. Comme Pharrell Williams. Il est aussi beau comme Pharrell Williams. Voilà comment on termine cette émission, Christelle, avec la génération qui va porter demain. La génération de l'impact va porter, bien sûr, la littérature en Côte d'Ivoire. Bravo à vous, Assou Christ Emmanuel et Timé Siekwakou. Et Pharrell Ouedraogo, merci d'être venu. Monsieur Denis Jules, commissaire général Miss Littérature Afrique, merci. C'est demain donc on rappelle le CNMS de Cocody, de Saint-Jean, pour voilà, à partir, on va rappeler l'heure. À partir de 14h. 14h, très bien. Quant à nous, on se dit au revoir, Daouda, Barry, André, bon week-end. Merci. C'est la dernière donc, de la semaine. On se retrouvera lundi pour voilà, un autre grand talk. Portez-vous bien et les programmes continuent sur la FPV. Bonsoir.